den rechten bir müşteri olan den rechten Teil an der Nordseite. Moving forward. Alors, il nous reste 25 bonnes minutes, si je ne me trompe pas, pour que vous puissiez les uns et les autres débattre de ces différentes propositions et de ces différents scénarios. Voilà. Alors, je ne sais pas si il y a déjà parmi vous, y en a-t-il qui veulent intervenir ou poser des questions, réagir, faire des propositions alternatives. Là, c'est le moment d'ouvrir la boîte à idées. Alors, on dit derrière moi, donc c'est bien. Maintenant, c'est comme si j'avais des yeux derrière la tête. À ma gauche, c'est-à-dire par là. Ah, je suis désolé, vous savez, j'ai l'air comme ça de tout décider, mais en fait, je ne décide de rien. C'est Michel qui décide de tout, il me parle dans l'oreillette. Voilà. Claude Soulas, vous n'êtes pas intervenu deux fois déjà ? C'était hier, ça. Mais juste une fois. Mais des questions assez courtes. Alors, donc je compte sur vous pour faire comme hier, très court. Bon, je vais essayer de faire très court. Oui, moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de croiser les exposés qu'on a entendus à l'instant, et en particulier l'exposé de Juliette Mola et celui de Frédéric Héran. Puisqu'on a beaucoup parlé de coûts, effectivement, Juliette Mola disait qu'on en arrive au paradoxe, que les gens du ferroviaire vont dire « Oui, mais pourquoi urbaniser autour des gares alors que ça coûte très cher ?» Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que quand on a travaillé dans des projets d'urbanisme orienté vers le rail comme Banneville, on a beaucoup parlé sur les questions d'intermodalité vers les gares. Donc pour moi, le paradoxe, ce serait de se dire qu'actuellement, le TER est saturé parce qu'on l'a sous-dimensionné. Donc, on a par contre une politique d'intermodalité favorisant les parcs relais pour aller chercher des gens très loin. Donc le problème de coût, à mon avis, c'est pas de rajouter peut-être des gens qui habitent à côté. Le problème de coût, c'est d'avoir le système ferroviaire n'est pas si cher qu'on le dit, mais on pourrait peut-être trouver des solutions moins chères avec des tramways périurbains, comme ça est fait dans certains endroits. Mais ce qui est peut-être cher, c'est d'avoir le coût du ferroviaire, qui est ce qu'il est, mais pas si élevé, et de rajouter le coût des parcs relais pour aller chercher des gens très loin. Donc le paradoxe, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour le ferroviaire, surtout transporter des gens qui habitent dans un certain rayon? Alors évidemment, le maillage du ferroviaire ne dessert pas tout, mais c'est là que je croise avec Frédéric Héran. Avec des vélos normaux ou électriques, si on a un rayon de 5, 6, 7, 8 km, voire 10 pour certains autour des gares, là, on pourrait peut-être avoir un moyen de transport qu'on pourrait rendre plus économique. Par exemple, si on a parfois des transports, comme certaines villes l'ont fait en Suisse, des transports tramway périurbains moins chers que le TER, donc d'avoir un moyen relativement économique, quoi qu'on dise, mais en rabattant avec vélo ou normal ou assistance électrique, et en faisant de l'urbanisme autour des stations, plutôt que de continuer des politiques parfois de parcs relais qui, à partir d'un certain seuil, sont quand même assez coûteuses pour essayer d'aller chez des gens qui vont faire, par exemple, un certain nombre de kilomètres en voiture avant de prendre le train. Donc le train est écologique à condition qu'on ne fasse quand même pas un certain nombre de kilomètres en voiture pour le prendre. Merci pour cette intervention très brève. Alors une seconde question, Ludovic Bu, vous étiez déjà intervenu hier aussi. Alors manifestement, il n'y a que des récidivistes cet après-midi. C'est toujours les mêmes, c'est des grandes gueules. Non, moi j'ai une question sur les hypermarchés. Est-ce que vous avez regardé la fréquentation et le modèle économique des hypermarchés en Chine? Parce que, alors dans ce cas, c'est une piste. Vous avez la réponse en fait. Je voulais savoir, parce que moi j'en ai deux, c'est-à-dire le Carrefour et le Auchan de Shanghai, donc ça ne fait pas une valeur universitaire, ça fait deux exemples. 95, ça nous changera du Danemark. Ça nous change du Danemark. 95% des clients viennent à pied ou en vélo. Et ils viennent tous les jours. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'immense surface, parce que c'est les mêmes surfaces en termes de quantité, en termes de taille, en termes de produits, etc. Mais par contre, les gens, d'ailleurs c'est assez marrant, à Shanghai, le Auchan, qui s'appelle Auchan, il a un immense parking devant, mais c'est un parking à vélo. Et donc peut-être qu'il y a une piste, tout de même, dans ce que tu présentais tout à l'heure, il y avait le fait d'avoir des habitations près de ces immenses surfaces. Et bon, après, voilà, est-ce que c'est les deux hypermarchés que j'ai vus à Shanghai ou est-ce que c'est vrai pour le reste de la Chine? Et dans ce cas, est-ce qu'on peut en conclure des généralités pour dire qu'ici, peut-être aussi, ça serait viable sans avoir à tout casser et à faire autre chose à la place? Est-ce que votre journal en ligne peut financer une étude, une recherche pour Xavier Desjardins à Shanghai ou pas? Parce que c'est bien de faire des propositions de recherche, mais il faut qu'elles soient financées quand même, non? Je pense que son labo a plus de moyens que mon journal en ligne. Ah, bon, alors écoutez, il faut que vous convainquiez son directeur de labo. Cécile Fer, vous vouliez intervenir?
Si, ça marche. Il suffit de parler. Ok, très bien, merci. En fait, je voudrais Et vous aller... êtes je suis Cécile Ferré, pardon. Je suis chargée d'études mobilité à l'Agence d'urbanisme pour le développement de l'agglomération lyonnaise. Et j'ai travaillé par rapport sur la question des aides à la mobilité dans le cadre d'un travail de doctorat. Et je voudrais aller dans le sens de la notion de service public étendu de mobilité qui a été développée par Jean-Pierre Orfeuille pour insister sur cette notion-là, pour dire qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs de solidarité qui sont mis en place à travers des aides à la mobilité, mais que ces aides à la mobilité ne relèvent pas de ce qu'on pourrait appeler un service public. Ce serait plutôt une composante qui serait assistentielle aujourd'hui des politiques de mobilité et qui ont beaucoup de mal à atteindre les personnes qui sont les plus précaires. Donc j'ai une posture un peu plutôt militante pour dire à quand effectivement ce service public. pour la mobilité sociale, en fait. On pourrait dire ça comme ça. Alors, en fait, 3 pistes de recherche où vous êtes interpellés. Qu'est-ce que vous en pensez, les uns et les autres? Il y a du boulot pour 20 ans, ajoute Ludovic Bu. Oui, 3 réactions. Alors, sur les parcs relais, il n'y a pas en France de débat sur les parcs relais. Tout le monde croit que c'est forcément un bien. Quand on va à l'étranger, on est très, très surpris. En Allemagne, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Belgique, il y a un vrai débat autour des parcs relais. Certains estiment que c'est horriblement coûteux, qu'on ferait mieux de faire de l'urbanisation à la place des parkings de surface, que si on fait les parcs en étage, ça coûte très cher et que c'est donc le même problème. Enfin bref, qu'on rapporte plus de voyageurs à une ligne en construisant un délotissement et des commerces autour de la station de transport public, plutôt qu'en faisant du rabattement en voiture, etc. En France, on en est carrément à non seulement engloutir des sommes importantes dans les parcs relais, mais à faire en sorte que ceux qui viennent en voiture payent moins cher que ceux qui viennent à vélo ou à pied. Je vous assure que c'est vrai, que même dans une ville comme Strasbourg, si vous habitez à 100 mètres d'une station de tram, il faut y aller en voiture, en famille, ça vous coûtera moins cher que si vous y allez à pied. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Il y a des promotions qui encouragent l'usage de la voiture aujourd'hui. Deuxième réflexion, sur les commerces. Monsieur Bu, sur les commerces. D'accord. Alors, c'est les journalistes web, vous savez, ils sont en flux continu, ça vient de tous les côtés, ils ne s'arrêtent jamais. Sur les commerces, ce qu'il faut observer, ce n'est pas la dépense par visite, mais la dépense par période, par client par période. Et quand on raisonne comme ça, alors tout change. On s'aperçoit que les cyclistes et les piétons sont des clients plus fidèles que les automobilistes et dépensent plus par période que les automobilistes. Et ça c'est un résultat qui a été trouvé au moins une dizaine de fois dans différents pays en Europe et que j'ai reproduit pour le cas français en 2003. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, il y avait la troisième question, c'était sur... C'était surtout pour Juliette Mola, je crois. Allez, je lui passe la parole. C'était en réponse à la question de Claude Soulas. Sur les parcs relais. Je ne sais pas s'il n'y a quand même pas un débat en France sur le sujet des parcs relais. Après, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent, auxquelles les élus des communes qui sont concernées par une gare font face à un afflux de voyageurs qui se traduit par une saturation des parkings et du coup avec tout un problème politique aussi derrière de résidents qui se plaignent. Et effectivement, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur l'agrandissement des parkings. Alors je ne dis pas, dans certains cas, il y a peut-être une surévaluation de la capacité. On a beaucoup de mal quand même à évaluer les besoins. Après, dire que c'est plus efficace de faire un projet urbain autour d'une gare pour ramener des gens vers le réseau, pour faire faciliter l'usage du réseau. Je ne suis pas si sûre. Ça dépend aussi de à quoi on a accès à partir de cette gare. Et nous, on a fait une étude sur justement ce cas de la ligne C dans des nouveaux quartiers de gares autour de nouvelles haltes. On s'aperçoit que finalement, les résidents de ces quartiers, certes, que les gens qui habitent dans ces nouveaux quartiers n'utilisent pas tant que ça le train, même de manière assez marginale. Donc, la question de la combinaison entre une fonction, la nécessité
d'organiser l'accès à ces gares et l'insertion urbaine est un sujet qui quand même, je pense, fait beaucoup travailler Gare et Connexion, AREP, les aménagements. Enfin, effectivement, il y a un sujet, mais pas de réponse. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole, d'autres questions? Profitez-en, parce que dans une demi-heure, c'est fini. On ne vous demandera plus votre avis sur le sujet. Marc Dumont, je ne sais pas, vous êtes peut-être encore là et vous pouvez peut-être avoir aussi des choses à dire par rapport à ça. Monsieur? Olivier Razon, je suis journaliste pour Le Monde. J'ai une question sur le prix des carburants, parce qu'effectivement, l'économiste Vincent Renard dit la même chose que vous, monsieur Orfeuille, c'est-à-dire en fait, finalement, le prix du carburant a peu augmenté, voire il a baissé depuis 30 ans. Vous ne dites pas exactement la même chose, mais ça revient finalement au même, en tout cas en proportion par rapport aux revenus des ménages. Et en fait, les gens réagissent très souvent en disant « mais comment c'est possible ? En fait, on se déplace plus qu'avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, les gens se sont enrichis. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler pourquoi finalement le prix... on entend tout le temps le prix du carburant augmente. Manifestement, c'est quand même pas autant que ça, ou en tout cas, ça n'a pas des incidences aussi fortes que ça sur les ménages. Qu'est-ce qu'il en est ? Voilà, merci. Jean-Pierre Orfeuille. D'accord. Bon, alors, je dirais, ça pourrait être très compliqué parce qu'il y a différentes périodes. Mais premier point, dans ce qu'a exprimé Yves Crozet ce matin, c'est simplement de dire, en gros, la croissance économique passée et ce qu'elle a distribué aux ménages en pouvoir d'achat a été supérieure à l'évolution du prix du carburant. Et donc, en travaillant 1 heure, je peux me payer 1 litre de plus tous les 10 ans, quelque chose comme ça. Bon. C'est pas beaucoup, Non, enfin, je peux m'en payer plus. Je dis 1 litre. Bon. Moi, je me suis exprimé dans une logique plus simple, qui est simplement le prix en monnaie constante. Mais déjà, pour faire passer un prix en monnaie constante, c'est déjà compliqué. Bon, lui, de fait, il a augmenté dans la décennie 90 et dans la décennie 2000 surtout. Donc, indiscutablement, il augmente. Cela dit, il garde le même poids dans nos budgets, autour de 3,7, 3,8%. Pourquoi ? Un tout petit peu dans la dernière décennie, pour ne parler que d'elle, parce qu'on s'est un tout petit peu enrichi, mais enfin bon, vous savez très bien que la croissance, maintenant, on en parle plutôt au passé qu'au futur. Mais en revanche, il y a 2 autres éléments. Le premier, qui est peut-être ignoré, mais en gros, les voitures qu'on achète aujourd'hui consomment la bagatelle de 2 fois moins qu'il y a 25 ans. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais, mais les Français, ils ne sont pas cons, ils s'en aperçoivent. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, on simplifie un peu certains schémas de mobilité, parce que aujourd'hui, en gros, chaque fois que vous donnez 1 euro de plus à un ménage, à quoi il va cet euro ? Pour l'essentiel. Il va au logement, à la santé et aux nouvelles technologies de l'information. Et nous faisons dans nos budgets une place de plus en plus grande aux portables et à tous ces machins-là, que nous renouvelons souvent. Et en revanche, tout ça, on le fait entre autres avec un peu d'économie sur les carburants. Mais alors, pour aborder un thème que Stéphane n'aime pas, mais c'est vrai que dans les médias, on entend beaucoup plus parler de la hausse du prix des carburants qui a un peu augmenté, c'est vrai, que de la hausse des prix immobiliers. Bon, or, ils ont quand même été multipliés par 2 en 10 ans, et ça ne doit rien à l'OPEP. Heureusement que l'OPEP s'occupait du prix des loyers et du prix du foncier. Je préférerais. Vous êtes satisfait par la réponse ? Ok. Alors, madame. Donc, Jean-Pierre Orfeuille, vous êtes prévenu. Alette Picard, enseignante à l'école d'architecture Paris-Val-de-Seine. Je voulais revenir sur la question des centres commerciaux et le périurbain, éléments qui ont déjà été évoqués hier sur Montréal et tout ça. Alors la question que je me posais, c'est votre démonstration, ça me paraît un peu curieux, parce que le centre commercial d'origine, c'est vraiment
en premier lieu la voiture, la forme même du centre commercial, puis après la forme de distribution. Et une question qu'on peut se poser aujourd'hui par rapport au périurbain, c'est toute la question sur une autre forme de consommation, vu la proximité de la campagne, et entre autres tout ce qui est vente directe et vente courte entre le producteur et le consommateur, avec en ligne de fond une meilleure alimentation, un suivi de ce qu'on mange et tout ça. Et donc, du coup, on peut se poser où doivent se passer ces ventes directes, c'est-à-dire est-ce que ça doit se passer, comme ça se fait certaines fois, au bord des gares, est-ce que ça doit se passer près des centres commerciaux, ou au contraire, est-ce que ça devrait se passer au centre des bourgs, comme dans ces espèces d'espaces conviviaux qui avaient été décrits par M. Le Gall, avec des accès directs par vélo et marche. Voilà. Mais je pense que c'est quand même une question importante, cette alimentation, puisque ça nous a été aussi démontré que c'était par là aussi qu'on avait une empreinte carbone importante, plus des problèmes de santé. Voilà. Alors, peut-être votre avis, s'il vous plaît, comme vous l'aviez fait ce matin, sur ces problématiques à Montréal. Oui, en fait, je voulais faire une intervention sur les parcs relais parce que nous avons eu récemment l'adoption d'un plan de mobilité et d'aménagement et du développement, un PMAD. Et en fait, ce que ça prévoit, c'est la densification aux abords des gares. Et le conflit qui se prépare, c'est que les responsables de l'opération des lignes de train de banlieue s'appuient beaucoup sur les gares pour attirer les gens, dont 50% viennent en voiture. Et là, on voit très bien qu'il y a une discussion sur oui, mais s'il n'y a plus de stationnement, je n'aurai plus de clients. Et je dois plutôt augmenter la superficie de ces stationnements et non mettre des territoires résidentiels parce que je n'aurai plus mes clients. Donc, il y a déjà un beau débat parce que les 80 maires ont approuvé ce plan métropolitain d'aménagement alors qui prévoit la densification aux abords des gares. Et on n'a pas nécessairement de réponse pour savoir ce qui est le plus efficace. Et on prévoit aussi la tarification. Et sur les power centers, j'en ai parlé. On est vraiment dans le paradis de la voiture. En tout cas, dans ces grands centres, on a des centres commerciaux à Montréal un peu plus centraux où on a un certain accès en transport en commun, mais sinon, ce qu'on voit, c'est vraiment tout auto pour l'accès à ces grands centres commerciaux. Et il n'y a même aucune place pour le piéton. C'est d'un danger. D'ailleurs, j'interdirais à tout le monde de marcher dans ces territoires-là. Merci beaucoup. Monsieur de Lancaster, je crois, n'est-ce pas? Hello, thanks. Bonjour, I am, je m'appelle Javier et je suis directeur de recherche à Lancaster, en Espagne. Nous avons parlé de la France et de l'Europe comme si elle était essentiellement peuplée de la classe moyenne. Or, le travail qui a été fait ici en France montre que les 5% en haut de la pyramide, 5% de la population sont responsables de 50% des émissions. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur le prix du pétrole. Là, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit ce matin sur le prix du baril, sur le prix du pétrole. Vous avez dit que ce prix restait constant au cours des dernières années. Alors c'est vrai que en 2008, il y a eu une augmentation suivie d'une baisse de ce prix. Mais il y a un livre ici que je lis qui s'appelle « Societies Beyond Oil », les sociétés au-delà ou après le pétrole. Et ce que l'on dit, c'est que si la Chine continue de se développer au même rythme, eh bien, toutes les exportations de pétrole seront consommées par la Chine en l'espace de 10 ans. Donc là, évidemment, ça entraîne des questions très sérieuses de sécurité géopolitique, sans oublier, bien entendu, les dimensions environnementales. Bon, je pensais que c'était important de le souligner. Merci. Alors, Jean-Pierre Orfeuille, vous êtes encore, disons, interpellé avec ces différentes questions? Oui, donc, ce qu'a dit Yves ce matin, bon, je crois qu'il a peut-être dit un petit peu vite, mais c'est vrai que dans les années 2000, en gros, le prix du carburant en heure de SMIC s'est stabilisé en France.
Bon, alors par rapport à ce que dit monsieur, bon, je crois que c'est vrai que tout le monde a le fantasme de la Chine. Hein, on peut pas. Bon, faut quand même. Avant c'était Mad Max avec l'Australie. Alors je rappelle simplement qu'en Chine, il y a 2 fois plus de vélos électriques que de voitures. Bon, premier élément de rappel. Deuxième élément de rappel. Oui, ce que vous dites est vrai en termes très très prospectifs, mais le niveau à partir duquel part la Chine, vous pouvez multiplier par 2, vous pouvez multiplier par 3, c'est pas ça qui va complètement déstabiliser un marché pétrolier. Ce que dit John Ury sera peut-être vrai en 2060, et pas pour demain. Xavier Desjardins, vous avez été interpellé sur la question des centres commerciaux. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, la façon dont j'ai posé la question, c'est finalement avec les formes actuelles de distribution des emplois, des commerces et des lieux d'habitat, est-ce qu'on peut déjà aujourd'hui se déplacer différemment? Un petit peu d'ailleurs comme vous l'avez fait pour le vélo, c'est-à-dire avec notre géographie actuelle. Et en fait, on se rend compte que c'est possible, qu'il y a déjà là des choses qui sont très importantes et qui ne sont pas mises en œuvre pour des questions, je pense aussi, simplement de représentation des acteurs, et parce que ce matin, monsieur Jean-Michel Roux l'évoquait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi des terrains, beaucoup d'espaces dans lesquels les urbanistes, architectes sont peu intervenus, et donc il s'est passé des choses qui sont souvent de faible qualité. Donc effectivement, j'étais simplement dans une lecture de ce qui existe, de voir comment on pouvait déjà se déplacer différemment. Donc c'est vrai qu'en termes de prospective, vous avez complètement raison. Peut-être ces formes-là vont-elles être amenées à changer par des mutations de l'organisation commerciale. C'est probable. Et d'ailleurs, beaucoup de commerçants réfléchissent à leur mutation, voire à leur disparition aussi, avec le développement du commerce en ligne aussi, qui est une mutation à mon avis plus rapide que le commerce de proximité avec les carottes produites par les gens à 3 km. Mais par contre le commerce en ligne, ça c'est vraiment très, très massif comme effet sur le commerce. Frédéric Héran. Oui, le commerce, c'est l'activité qui s'adaptera le plus facilement à tous les chocs possibles, imaginables, environnementaux, prix du pétrole, ou tout ce que vous voulez, parce que la grande distribution a une souplesse d'adaptation extraordinaire, elle a toujours prouvé. Et si demain, il est pour elle plus intéressant d'avoir des petits supermarchés disséminés dans la campagne, enfin dans les bourgs, à proximité, plus proche des clients, elle le fera immédiatement et à toute vitesse. Et ces centres commerciaux qui seront désertés, et certains le sont déjà, par exemple Cyril Jean Grandpierre, qui est un géographe qui travaille à Avignon sur la distribution, explique que c'est déjà le cas dans la région d'Avignon. Eh bien, ces grands centres commerciaux seront reconvertis, seront réduits en taille, seront... voilà, je sais pas ce qu'on J'ai cru que vous alliez dire seront réduits en poussière. Non, c'est pas possible, en taille. Non, mais tout ça rend d'éminents services. Simplement, voilà, il y a une capacité d'adaptation. Le problème, c'est pas la distribution. Le problème, c'est plutôt les emplois, qui sont beaucoup plus difficiles à faire bouger. Et puis aussi la mobilité résidentielle qu'il faudrait favoriser en réduisant, je sais pas, par exemple, les frais de notaire, etc. Enfin, il y a toutes sortes de pistes. Ça, c'est des problèmes beaucoup plus difficiles que la distribution. Merci. Alors, nous avons une dernière intervention, tout là-bas, je crois, et puis ça sera la dernière, si vous le voulez bien, monsieur. Bien, Yom Jacques, Université de Douala, Cameroun. Alors, depuis hier, il a dit qu'il n'existe pas un monde périurbain, mais des mondes périurbains. Il a été également dit que les habitants du monde périurbain français épousent beaucoup plus de modes de vie urbains. Mais lorsqu'on rentre dans cet espace social camerounais, on se rend compte que les habitants vont plutôt vers le monde rural. Alors moi, j'ai une préoccupation. J'adresse cette question à Jean-Pierre. Est-ce qu'on peut continuer à parler de monde périurbain ou alors de monde périrural dans ce cas? Merci. Merci. Alors, périurbain, ou faut-il pas inventer un nouveau mot, périrural? Non, mais je crois, oui, enfin, on peut toujours inventer des mots. Hein. Ça n'a pas l'air de vous amuser. La langue est vivante et tant mieux. Mais ce qui est important d'inventer, c'est les définitions pertinentes et les bons regards. Bon, après, on les appelle comme on veut. Bon.
Eh bien, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin de cette séquence. Merci beaucoup. In Rechten.